Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je suis PF pour LTLT, Lakers tout le temps, la chaîne francophone des Lakers. Dans l'émission d'aujourd'hui, c'est jour de match, premier match des finales de la conférence Ouest. Les Lakers sont en visite dans le Colorado, à Denver, pour essayer d'arracher une première victoire dans cette série qui s'annonce passionnante. Dans cette émission, nous allons analyser les forces et les faiblesses des deux équipes, puis les match-ups, ensuite les bancs, puis nous allons parler des clés du match parce qu'il y en a plusieurs avant de terminer par mon pronostic. Lakers tout le temps, c'est tout de suite. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be. Commençons par les Lakers en tout honneur puisqu'ils sont les outsiders de cette série. Tout le monde donne Denver favori. J'ai vu des scores divers et variés. 4-0 pour Denver, 4-1 pour Denver, 4-2 pour Denver, 4-3 pour Denver. Je n'ai presque jamais vu quelqu'un pronostiquer la victoire des Lakers. Alors, on commence par eux. Ce sont eux, les outsiders. Quelles sont les forces de cette équipe des Lakers? Je pense tout de suite à la défense. Pas plus tard que ce matin, j'ai publié une vidéo sur l'analyse de cette défense élite. Elle doit être à son meilleur niveau dans cette finale de la conférence Ouest. Encore un autre avantage de cette équipe des Lakers, c'est le fait de posséder un certain LeBron James qui connaît l'importance de ces séries et qui sait bien les manipuler à sa guise. Ensuite, il y a l'expérience. AD, LeBron, qui ont déjà gagné un titre NBA contre Jokic et Murray, qui n'ont pas gagné encore au plus haut niveau. Enfin, le dernier élément qui me semble assez évident, c'est la profondeur de cette équipe des Lakers. Quand on sait qu'un joueur comme Malik Beasley n'est pas encore vraiment rentré dans ces playoffs, on peut dire quand même que les Lakers ont une profondeur qui est supérieure à cette équipe des Nuggets. L'une des faiblesses, bien sûr, c'est l'absence de profondeur sur le poste 5. On peut facilement imaginer que si Anthony Davis rentre en problème de faute, on va avoir un problème. Donc, la question de savoir quelle sera justement la rotation sur ce poste 5. Est-ce que ce sera Tristan Thompson? Est-ce que ce sera Wayne Gabriel? Ou alors, est-ce que Mo Bamba peut rentrer dans cette série et être influent? Personnellement, je n'y crois pas, mais sait-on jamais. Donc, je pense que la profondeur sur le poste 5 est l'une des principales faiblesses de cette équipe des Lakers, surtout quand on sait qu'en face, il y a un certain Jamal Murray qui va jouer en pick and roll avec un certain Jokic et ça va poser problème aux Lakers, ça va poser problème à Anthony Davis. Une autre faiblesse dans cette série, c'est évidemment l'absence de l'avantage du terrain. Les Lakers n'ont pas l'avantage du terrain, donc on est quand même face à l'équipe qui est sortie numéro 1 de la saison, c'est Denver Nuggets. Eh bien entendu, on peut penser que cet avantage va jouer son rôle. Un autre désavantage, c'est le fait de jouer les matchs tous les 2 jours. Ça va fatiguer les organismes et cette équipe des Lakers va souffrir, surtout LeBron James. D'autant plus, et c'est la dernière faiblesse pour moi des Lakers dans cette série, d'autant plus que les matchs se jouent en altitude. Vous savez que Denver se trouve en altitude et que c'est très difficile. C'est encore plus difficile d'enchaîner les matchs dans ces conditions. Continuons bien sûr avec les favoris de cette série puisqu'ils ont l'avantage du terrain. Les Denver Nuggets ont justement l'avantage du terrain. Ça, c'est une force. D'autant plus que ce terrain se trouve en altitude. En plus, Denver possède Nikola Jokic dans ses rangs, celui qu'on considère actuellement comme étant le meilleur joueur de la ligue. Bien sûr, LeBron et Anthony Davis auront quelque chose à dire là-dedans, mais en tout état de cause, cet homme est double MVP et peut-être que cette année, il le méritait tout aussi bien que Joel Embiid. En tout cas, le facteur Joker n'est pas un facteur à négliger puisqu'il est capable de scorer, de prendre des rebonds et de faire des passes décisives. C'est une machine à faire des triples-doubles qu'il ne faut pas sous-estimer. Dès lors, cette équipe de Denver est l'une des meilleures attaques des playoffs, l'une des meilleures attaques de la saison régulière. C'est pour ça que j'intitule cette émission « La bataille entre l'attaque et la défense ».
l'attaque de cette équipe de Denver contre la défense de Los Angeles. Un autre avantage, il me semble quand même que Bruce Brown est le meilleur joueur qui va sortir du banc quand on prend le banc des Lakers ou le banc de Denver. Le meilleur joueur qui va sortir de ces deux bancs, à mon sens, c'est Bruce Brown et il va poser beaucoup de problèmes. Passons maintenant aux faiblesses de cette équipe de Denver. Bien sûr, ils ont le même problème que les Lakers, une faiblesse sur le poste 5. Si le Joker rentre en problème de faute, ils auront beaucoup plus de difficultés. Soit ils vont jouer plus petit avec Jeff Green en tant que straight 5, ou alors ils ont aussi Thomas Bryant. Rappelez-vous, Thomas Bryant a commencé avec les Lakers l'ont envoyé à Denver. Il ne faut pas qu'aujourd'hui ils viennent poser problème à ces mêmes Lakers. En tout cas, il aura à cœur de montrer aux Lakers qu'ils ont eu tort de l'utiliser ou de très peu l'utiliser pendant son séjour là-bas. 2 fois il était aux Lakers et 2 fois il a été tradé. Là, je crois que son amour propre a pris un coup. Attention à la bête blessée. L'un des désavantages de Denver, c'est sa faiblesse en défense en transition. On avait pointé ce problème lorsqu'on parlait des Lakers justement face à Golden State. Eh bien, il faut savoir qu'en transition défensive, cette équipe de Denver est encore pire que celle des Lakers. Pourtant, dans l'ensemble, ce sont 2 très bonnes défenses. Le problème de défendre en transition est commun aux 2 équipes. Voilà pour les faiblesses et les forces des 2 équipes. Si vous êtes assidu sur ma chaîne Lakers tout le temps, la chaîne francophone des Lakers, vous savez que la question des match-ups est très importante. Vous savez qu'un changement dans le 5 de base peut changer la dynamique d'un match, d'une série. Donc c'est très important d'analyser les match-ups, comment les 5 vont s'organiser, s'agencer, qui va défendre sur qui. On va partir sur quelque chose de beaucoup plus général avant d'aller vers une forme de subtilité, de nuancer un petit peu les choses. D'abord, on pourrait penser que ce sera D'Angelo Russell face à KCP. Défense, contre-attaque. De l'autre côté, on a Murray. On pense que peut-être que Vanderbilt sera sur lui, mais quid de savoir est-ce que Austin Reeves peut défendre sur Michael Porter Jr. Je pense qu'il y a des switches à faire dans ces 2 match-ups. LeBron sera opposé à Aaron Gordon, un bœuf, un gars qui est très athlétique. LeBron n'aura pas l'avantage physique et athlétique qu'il a eu sur tous ses adversaires depuis le début des playoffs. Enfin, la clé de la série, c'est le match-up entre Anthony Davis d'un côté et Nikola Jokic de l'autre. Celui qui dominera l'autre va donner un avantage conséquent à son équipe. Celui qui mettra l'autre en problème de faute va causer des problèmes incommensurables à son équipe. Donc, il va falloir regarder ce match-up avec beaucoup d'intérêt. Maintenant, il faut nuancer. Nous sommes sur une chaîne qui analyse les choses. Est-ce que, si on revient sur ce qui s'est passé en 2000, comment Anthony Davis a-t-il dominé justement cette équipe de Denver? C'était le meilleur joueur des Lakers face à Denver il y a 3 ans. Comment? Eh bien, il y avait Anthony Davis sur le poste 4, pas sur le poste 5. Il était plutôt en 2e lame et il posait beaucoup de problèmes au Joker quand il arrivait à passer Dwight Howard, mais on n'a pas un joueur comme Dwight Howard dans l'équipe. Ne parlons pas de Javel McGee. Dans la série en 2000, il n'a jamais joué. Donc, il n'a pas du tout été un facteur dans cette série. Par contre, on avait Markieff Morris. C'est un gars qui pouvait nous permettre de jouer plus petit, tout en gardant une certaine forme de toughness, une sorte de puissance, une sorte de capacité justement à recevoir les chocs. Parce qu'avec Jokic, on va en avoir du choc. Est-ce que Anthony Davis, qui rend quand même presque une dizaine de kilos à Jokic, est-ce qu'il sera en mesure de l'arrêter au poste? On sait que le Jokic, il est assez puissant. C'est l'un des joueurs les plus sous-cotés au niveau de sa force, mais surtout au niveau de sa capacité à user un défenseur adverse. Donc ça, la question c'est de savoir est-ce qu'il faut pas faire un cross-match, peut-être LeBron un petit peu sur Jokic, histoire de moins fatiguer justement Anthony Davis et qu'il soit beaucoup plus intéressant en 2e lame, mais nous savons qu'à ce moment-là, c'est LeBron qui prendra beaucoup plus de coups. Est-ce que vraiment tu as envie que ce soit le cas? Donc, il va falloir voir comment Darvin Ham agence ce petit jeu, à moins qu'il décide, j'ai Rui Hachimura, est-ce que je pense qu'il peut contenir un tout petit peu physiquement Jokic? Auquel cas, eh bien, il y aura des changements dans le 5 de base. Et en plus,
On sait que Darvin Ham pourrait aussi jouer avec 3 arrières, comme il l'a fait face à Golden State, pour apporter justement beaucoup plus de spacing, pour pousser Denver à devoir défendre sur les 5 joueurs des Lakers. Parce que s'il y a Vanderbilt dans le 5 de base, Cyril, je pense à toi, je te salue au passage, eh bien, si Vanderbilt est là, il se pourrait que cette équipe de Denver le laisse seul. Et ça va handicaper le spacing à l'intérieur de la raquette de Denver afin que justement cette équipe des Lakers puisse être efficace. Il va falloir voir comment ça va se mettre en place, mais c'est pas aussi simple de prévoir les match-ups. On pourrait avoir même des joueurs qui viennent du banc et qui rentrent dans le 5 de base. C'est tout à fait possible. Je n'ai pas souvenir d'une série dans laquelle les bancs ont autant d'importance, en tout cas sur le papier. Pour une raison bien simple. On est en finale de conférence, les organismes sont épuisés, il faut essayer d'aller chercher le petit facteur X sur le banc qui va apporter un peu de boost à chacune des équipes. Mais ce n'est pas seulement ça. C'est aussi la question dont on a parlé au début. Il y aura de la casse dans cette série. Il y aura des problèmes de faute. Il faut trouver au fond du banc des gens qui sont capables de rentrer justement pour faire une faute, pour apporter une dimension physique, pour justement inquiéter, permettre aux starters de pouvoir se reposer un petit peu, de respirer un peu. Il y aura un grand besoin de ce banc. Alors, analysons un petit peu les 2 bancs. Je pense qu'en tout état de cause, les 2 bancs sont excellents. Mais je pense qu'un petit avantage quand même aux Lakers. Même si, je l'ai dit dans la partie précédente, que je pensais que le meilleur joueur qui sortirait des 2 bancs confondus serait du côté de Denver, c'est-à-dire Bruce Brown. Ce joueur un peu couteau suisse qui vient des Nets et qui a apporté beaucoup de choses à cette équipe de Denver et qui est un joueur qui n'a pas peur de l'enjeu, qui n'a pas peur des joueurs en face, qui peut jouer à l'intérieur, à l'extérieur, qui peut défendre. Je pense qu'il y a un tout petit avantage pour les Lakers au niveau de la qualité du banc, mais il y a quand même le meilleur joueur, le joueur le plus influent qui sortira du banc des 2 équipes confondues, c'est Bruce Brown pour les Denver Nuggets. Les Lakers peuvent-ils aller gagner en altitude? Nous savons que cette question, elle est légitime. Nous savons que ce terrain de Denver est un terrain impraticable pour l'adversaire. Vu le problème qu'on a souligné au début avec la vieillesse, entre guillemets, de LeBron James, est-ce que ça va pas jouer au fur et à mesure que la série va avancer? Est-ce que cela ne va pas jouer sur les organismes et sur l'état de fraîcheur des 2 équipes? Sachant que Denver a beaucoup plus l'habitude de jouer en altitude. J'ai vécu 8 ans au Mexique et je sais que c'est très difficile de fonctionner à plein régime en altitude. Donc, ça va être un facteur très important. Donc, est-ce que les Lakers sont capables de gagner en altitude? Ça, c'est une question extrêmement importante. Ceux qui, comme moi, pensent que les Lakers vont gagner cette série partent du principe qu'ils vont gagner tous leurs matchs à domicile. Les Lakers peuvent-ils gagner leurs 3 matchs à domicile? Ça, il va falloir qu'on en soit sûr. Pour cela, l'ambiance est importante. Pour cela, il faut que les role players apportent le maximum de punch possible quand les Lakers jouent à domicile. Il faut aussi que le public joue son rôle. Qui sera le facteur X de cette série? Quel sera le joueur qui apportera beaucoup plus que les autres afin de donner un avantage à son équipe? Je vous ai parlé de Bruce Brown, mais c'est pas seulement lui. Il y a Christian Brown aussi, ce joueur que j'ai beaucoup suivi lorsqu'il était à Kansas, un joueur qui joue en défense, qui est capable de rentrer ses tirs. Est-ce que ce sera KCP? Parce que le facteur X peut être aussi un joueur du 5 de base. Est-ce que ce sera du côté des Lakers un joueur comme Schroeder? Est-ce que Austin Reeves va continuer sur sa lancée des 2 derniers matchs qu'il a joués lors de la série face à Golden State? Est-ce que ce sera Rui Hachimura justement qui va rentrer dans le 5 de base ou alors en sortant du banc qui va être beaucoup plus influent? Est-ce que ce sera la défense de Vanderbilt soit sur Michael Porter Jr. ou sur Murray? Qui sera le facteur X de cette série? Comment défendre
sur Nikola Jokic. Ce que je dis par là, c'est on sait que c'est un joueur qui a une triple dimension qui est extrêmement importante. D'abord, le scoring, ensuite les passes et puis le rebond. Pour avoir raison de lui, il va falloir supprimer deux de ces trois aspects. Le rebond et les passes, par exemple, on le laisse scorer, ou alors le scoring et le rebond. Mais en tout cas, il va pas pouvoir être influent au rebond, à la passe et au scoring. Dans ce cas-là, on n'a aucune chance de battre Denver. La cinquième question, je l'ai déjà évoquée dans cette émission. Quel banc, lequel des deux bancs va être plus influent, plus important? Je ne développe pas davantage cette question, mais vous avez bien compris qu'elle est fondamentale. La sixième question, elle concerne LeBron James. Pour la première fois dans ses playoffs, il va jouer face à un joueur beaucoup plus physique que lui. Aaron Gordon, c'est pas de la blague. C'est un bœuf extrêmement athlétique qui a fait un excellent travail sur Kevin Durant. Donc, il n'y aura pas de bully ball avec lui. Il va pouvoir contenir LeBron James. D'un autre côté, comme il est aussi un peu le backup de Jokic, il n'a pas non plus intérêt à prendre trop de fautes. Donc, la clé pour LeBron sera d'essayer de le mettre en problème de faute. Toujours est-il que ça va être un problème pour LeBron. La question numéro 7 a à voir avec la profondeur du poste 5 dont je vous ai parlé au début. Est-ce qu'on verra dans cette série Tristan Thompson? Est-ce que c'est pour ça qu'on l'a signé dans cette équipe? Est-ce qu'on aura la pertinence de faire jouer Mo Bamba dans cette série? Est-ce qu'on fait rentrer Tristan Thompson parce qu'on estime qu'il a assez de basket dans les jambes pour tenir sur 2-3 minutes, histoire de laisser les LeBron et les AD se reposer? Ou bien alors est-ce que ce sera plutôt Mo Bamba? La question 8 est beaucoup plus générale, mais elle résume en fait les enjeux. Est-ce que la défense de cette équipe des Lakers peut contenir l'attaque de cette équipe de Denver? On rappelle que Denver, c'est la deuxième meilleure attaque des playoffs. C'est l'une des meilleures attaques de la saison régulière, avec plus de 49% de réussite au tir. C'est une équipe qui fait presque 26 passes décisives par match. C'est une équipe qui joue un basket extrêmement complexe, un basket magnifique avec un Jokic, on l'a vu, qui est capable d'être influent dans 3 dimensions importantes du jeu, c'est-à-dire le rebond, la passe et le scoring, et même en défense, parce qu'on sous-estime sa capacité en défense, mais il a fait beaucoup de progrès. D'abord, c'est un joueur qui a un physique conséquent, mais qui a aussi un cardio important. C'est pas un joueur que vous allez pouvoir bousculer dans la raquette. Je pense qu'il a fait beaucoup de progrès au niveau défensif, et on l'a vu lors de la série précédente. Pourtant, je me pose quand même la question numéro 9. Est-ce qu'on peut mettre le Joker dans du pick and roll et justement arriver à exploiter ses faiblesses défensives, parce que c'est quand même pas Jaren Jackson Jr. non plus. Enfin, la 10e question. Est-ce que les Lakers vont pouvoir contrôler le rebond? Est-ce que Anthony Davis va pouvoir dominer le rebond comme il l'a fait dans les 2 séries précédentes? On sait que face à des attaques extrêmement performantes, il faut contrôler le rebond. Si vous ne contrôlez pas le rebond, soit le rebond défensif ou même le rebond offensif, vous donnez des cartouches supplémentaires à l'équipe adverse. J'ai posé cette question lors de la série face à Golden State. Je pense qu'elle est encore d'actualité dans cette série-ci. Pour terminer, mes pronostics. La planète basket entière donne Denver gagnant. Certains pensent que Denver va gagner facilement, mais moi, je vais aller avec la minorité. Je pense que les Lakers sont capables de gagner à Denver. Je pense que les Lakers vont gagner tous leurs matchs à domicile et qu'ils prendront un des matchs à Denver. Mais attention, il faut que ce match soit pris dans les 2 premiers. Je pense que plus on va avancer dans la série, plus ça va être difficile d'aller gagner à Denver. Parce que cette équipe aura trouvé les clés, justement, pour être beaucoup plus performante face à cette équipe des Lakers.
Je pense que la clé est de prendre le premier match. Je pense que vraiment le premier match est la clé de cette série. Si les Lakers n'ont pas ce premier match, ils doivent absolument s'ajuster le plus vite possible et gagner le deuxième match. S'ils sortent de Denver à 0-2, malheureusement, j'ai peur qu'ils ne battent pas cette équipe des Nuggets. Donc, je choisis les Lakers en 6 matchs. Je pense que les Lakers vont gagner cette série 4-2. Pourquoi je pense que les Lakers vont gagner cette série? Certes, Jokic est le meilleur joueur de la série à l'heure actuelle. Mais on a vu LeBron James monter en puissance. Je pense que quand LeBron James est comme on l'a vu lors du 6e match face aux Warriors, quand LeBron James est à ce niveau-là, il est meilleur que tout le monde. En plus, le deuxième meilleur joueur de la série, pour moi, c'est Anthony Davis, parce qu'il est influent des deux côtés du terrain. Donc ça veut dire que le troisième meilleur joueur de la série, et aussi du côté des Lakers, c'est LeBron, avec la capacité justement d'être deuxième ou même le meilleur joueur de la série tout court. Je pense que Jamal Murray est le 4e meilleur joueur de la série. Donc je pense que les Lakers possèdent 2 des 3 meilleurs joueurs de la série, avec potentiellement les 2 joueurs de Lakers capables justement de rivaliser sur la table du meilleur joueur de la série. Donc je pense que la défense des Lakers est tellement forte qu'elle va faire la différence. Moi je suis un analyste à l'ancienne, je pense que c'est la défense qui fait la différence, jamais l'attaque. S'il y a une défense élite qui a une attaque élite, moi je mise sur la défense. Donc je pense que les Lakers vont gagner cette série. Voilà, ça est terminé pour cette émission consacrée à cette série passionnante qui s'annonce entre les Lakers et les Nuggets. À très bientôt sur Lakers tout le temps, la chaîne francophone des Lakers, pour une nouvelle émission consacrée à cette franchise mythique. À très bientôt. Ciao.